Bonjour à tous nos téléspectateurs de Canal 10. Très heureux de vous retrouver comme chaque samedi pour notre émission Culture Business. Alors, en espérant que vous avez passé une bonne semaine, mes chroniqueuses, comment allez-vous? Très bien. Très bien, Ça va? très contente. Oui, Je vous vois radieuse. Heureuse de retrouver nos téléspectateurs. Oui, ça se voit, vous êtes en pleine forme. Moi, je me suis bien tenu militaire. C'est ce que je crois. Tu vas à la guerre? Ah oui, je comprends. Macron nous a dit. Nous sommes en guerre. Nous sommes en N'est-ce guerre. pas? Moi, je suis pour la paix. Mais l'idée aussi, c'était de pouvoir faire un clin d'œil à nos amis artisans qui se battent. C'est compliqué en Guadeloupe. Donc nous allons justement, avec nos invités, faire un grand tour de la question, mais vraiment un grand tour. On va tout aborder. On va placer l'émission en deux pôles. On va d'abord parler de la Chambre des métiers et de l'artisanat. On va voir un peu comment se porte l'institution, quelles sont ses projections, quelle est la vision. Il y a une nouvelle gouvernance, donc quelle est l'orientation. Et nous parlerons de l'artisan. Voilà, comprendre ses problématiques, quelles difficultés qu'on rencontre quand on est artisan en Guadeloupe, quelles sont aussi les problématiques par rapport à l'image de l'artisan. Et avec ça, on va décortiquer un peu, de manière à ce que nos auditeurs, nos téléspectateurs abordent mieux cette question-là et trouvent des réponses à les questions qu'ils se posent. Voilà. Ensuite, nous allons nous retourner du côté de nos chroniqueuses avec France Aimée qui va nous présenter. Le clin d'œil de l'expert. Voilà, le clin d'œil de l'expert. Et ton expert est déjà là. Oui, mon expert Voilà. est déjà là. Très bien. Et sans parler de ton expertise aussi, parce que à chaque fois dans l'émission, tu es justement, comme tu es dans le coaching et de l'accompagnement des entreprises, donc toi aussi, tu mets un peu de toi, de ta personne, Exactement. pour les aider à trouver des voies et moyens. Alors il y a aussi Ludivine. Tout à fait. Voilà. Avec la rubrique Un jeune un parcours. Comme tous les samedis, je vais accueillir un jeune artisan qui va nous parler de son histoire et nous inspirer. Très bien. Donc on verra avec monsieur Marco Besne, c'est ça? Best. Très bien, il est déjà là aussi. Alors nous allons avec nous en tant que personne ressource, monsieur Willy Ramsamy. Vous êtes de votre fonction? Alors je suis aujourd'hui secrétaire général par intérim de la Chambre de métier de l'artisanat. Très bien. Monsieur Willy Martin est en route. Donc il va nous rejoindre tout à l'heure. Lui, il a quelle fonction? Alors lui, il est le directeur du développement économique par intérim, puisque effectivement mon ancienne fonction c'était directeur du développement économique de la Chambre. Oui, je me rappelle de Exactement, vous. on a eu l'occasion de... Vous étiez tout jeune à cette fonction. Exactement. Avec beaucoup beaucoup de tâches à gérer. Tout à fait. Voilà. Alors vous m'avez dit directeur développement. Secrétaire général, pardon. Non. Tout à fait. C'est ça. OK. Alors, on va rentrer dans le sujet. On va d'abord remercier aussi notre ami technicien qui est toujours là, qui nous aide d'un grand secours. Et aussi toute la direction Canadis. Souhaiter aussi que les choses avancent, parce qu'on entend beaucoup de choses par rapport au Covid, cette difficulté, la difficulté au niveau de la crise sanitaire. On a l'impression qu'il y a une embellie, qu'on a l'impression qu'on avance vers quelque chose. Au niveau des pays européens, il y a des avancées. Donc, on sent aussi que le gouvernement va vers une inflexion. Donc, nous, dans le monde économique, dans Culture Business, ce sont des nouvelles qui sont bonnes. Et donc, on espère que ça va continuer, qu'il n'y aura pas un énième variant qui va arriver et compliquer cette situation. Voilà. On reste optimiste. Voilà. Il faut rester optimiste. Après 2 ans. Tout à fait. Voilà. Alors, on va se poser la question suivante. Artisan, et où en est-on? L'artisanat en Guadeloupe, où en est l'artisanat en Guadeloupe et comment envisager l'avenir? Alors, avec M. Ramsamy, je vais vous poser la première question. Ramsamy, voilà. M. Ramsamy. Je vais vous demander, est-ce qu'on peut faire, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'arrivent pas encore à cadrer le domaine de l'artisanat, quels sont les métiers, de manière exhaustive, les métiers qui composent l'artisanat? C'est vrai que l'artisanat, c'est un secteur souvent méconnu Tout à fait. par nos concitoyens, par la population. Bon, il y a généralement 2 critères qui définissent le secteur de l'artisanat et plus généralement l'activité artisanale. Le premier critère, c'est un critère d'activité. Donc, ce sont les entreprises du secteur du bâtiment, du secteur des services, du secteur de la transformation, des métiers de la bouche, des services qui représentent l'artisanat. C'est presque 250 métiers. Donc ça va du coiffeur à l'esthétique, l'ambulancier, le pompe funèbre, les métiers du bâtiment, les métiers de la restauration, la boucherie, la pâtisserie. Bref, c'est un secteur très, très divers. Donc le premier critère, c'est le critère d'activité.
Et le deuxième critère qui définit une entreprise artisanale, c'est le critère de taille. C'est-à-dire qu'au moment de sa création, l'entreprise artisanale doit compter moins de 10 salariés. Et donc, ces deux critères définissent le secteur artisanal et l'entreprise artisanale. Est-ce que ça sous-entend que quand l'entreprise prend de la dimension, elle devient dans un autre statut? Alors non, en fait, ça c'était vrai il y a quelque temps, mais depuis le législateur a instauré le droit de suite qui permet à l'entreprise, quand bien même elle grandit, quand bien même elle grossit, de maintenir son critère et sa d'activité artisanale. Est-ce que ça veut dire que dès la Constitution, il peut demander l'immatriculation à la Chambre des métiers et aussi au juge du commerce? Alors, voilà, l'immatriculation d'une entreprise dépend de son activité, son CFE, sa chambre de référence, c'est donc son activité. Alors, lorsqu'elle relève du secteur artisanal, elle est d'office en chambre de métier. Sur le secteur agricole, ce sera en chambre d'agriculture. Sur le secteur du commerce, ce sera en chambre de commerce. Mais elle peut avoir une double activité. Si elle exerce une activité de commerce, par exemple, en complément de l'activité artisanale, elle fera l'objet d'une double immatriculation. Et il faut savoir aussi que si elle est créée sous une forme sociétale, donc elle fera aussi l'objet d'une double immatriculation. Mais la chambre de rattachement restera la chambre de l'activité de référence. Donc pour les entreprises artisanales, quand bien même elles peuvent avoir une double immatriculation, exemple, une entreprise de boulangerie qui est en société aura une immatriculation en chambre de métier et une immatriculation en chambre de commerce. Une entreprise artisanale qui fait une activité de production, mais qui a aussi une activité de vente, elle fera l'objet d'une double immatriculation, mais elle aura une chambre de rattachement, si j'ose dire, qui sera la chambre dont dépend son activité principale. Très bien. Alors, vous avez parlé de 250 métiers. Oui. J'aimerais qu'on aille les chiffres un peu de l'artisanat en Guadeloupe, déjà. Combien d'entreprises sont immatriculées? Alors, à notre fichier consulaire, aujourd'hui, il y a à peu près 18 000 entreprises immatriculées en Guadeloupe. 18 000. C'est donc une entreprise sur 3 en Guadeloupe, c'est une entreprise artisanale. Donc, on a à peu près 45 établissements, 18 000, c'est une entreprise sur 3. Aujourd'hui, le secteur artisanal génère près de 15 000 salariés. Donc, et lorsqu'on prend les artisans, les salariés, les conjoints collaborateurs, puisque dans le monde artisanal, on a un statut spécifique qui est le conjoint collaborateur, parce que souvent, l'entreprise artisanale, c'est un homme, effectivement un individu, mais il a aussi son conjoint, notamment, qui l'accompagne dans la tâche administrative. Et cette fonction est reconnue légalement et réglementairement. Depuis peu. Depuis plusieurs années quand même, depuis plusieurs années, qui ouvre des droits aux conjoints, des droits en termes de sécurité sociale, en termes de retraite, en termes reviendra sur cette question-là, de droit à la formation. Et donc, effectivement, entre chefs d'entreprise, conjoints collaborateurs, salariés, apprentis, c'est presque 45 000 personnes qui vivent directement de l'entreprise artisanale. Donc, c'est un secteur qui a un poids certain dans notre économie. Très bien. Alors, justement, on reviendra sur ça, sur la partie artisan, puisque sur la question de la formation, l'artisanat, on verra ça aussi tout à l'heure avec vous. 18 000 personnes qui doivent évoluer dans leurs fonctions, donc se former, tout ça monte en compétences. Donc on verra ça aussi avec vous tout à l'heure. Alors, donc vous avez parlé est-ce qu'il y a aussi, sur la question de la formation, est-ce que vous avez un volet formation avec l'UOMA, c'est bien ça? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel cadre intervient l'UOMA et comment se porte cette structure? Tout à fait. Alors, la Chambre de métier, parmi ses multiples facettes, c'est un opérateur de formation. Donc, c'est un opérateur de formation des artisans, de leurs conjoints, de leurs salariés. Et nous opérons à travers deux types de formations. Une formation en termes continus, donc tout au long de la vie, notamment des entreprises artisanales, et une formation initiale avec notre centre de formation des apprentis, le CFA. Et effectivement, le processus de formation de la Chambre de métier est labellisé autour de l'URMA, l'Université régionale des métiers de l'artisanat. Donc nous accompagnons, nous formons, nous mettons en place des formations en formation initiale, donc qui va du CAP, ensuite le BP, et des formations plus poussées en termes de BM, brevet de maîtrise, BTM, à travers la formation. Le BTM, c'est quoi exactement? Le brevet technique des métiers. D'accord. Donc en fait, ce sont des niveaux de qualification qui sont des niveaux de niveau 5 à niveau 3, et donc qui sont des niveaux reconnus, niveau BTS, niveau licence, au niveau de l'artisanat. Je vous ai dit qu'on allait parler de tout, hein? Tout à fait. L'IOMA fait suite à l'AFPA, c'est bien ça? En place, on peut dire ça ou pas? Alors,
Alors, l'AFPA, c'est plutôt Guadeloupe Formation qui l'a remplacé. D'accord. L'UOMA, on va dire, c'est une prolongation, une amélioration D'accord. du cycle de formation des chambres de métiers à travers le CFA. Donc, c'est vrai que l'UOMA, c'est un concept global de formation. Beaucoup plus étendu. Beaucoup plus étendu, parce qu'il y a des nouveaux paramètres qui sont entrés dans le processus de formation. Il y a la modularité, il y a les formations complémentaires. Il y a aussi le fait que l'UOMA, c'est un concept qui vise à améliorer la montée en compétence des acteurs et des apprenants du monde artisanal. Il y a que comprendre aussi qu'il y avait eu des difficultés financières à l'UOMA. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ça va mieux, même aussi pour la question du recrutement des apprentis? Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Quel est l'état de santé de cette structure? Alors, c'est vrai il y a un problème de financement de la formation au niveau local et au niveau même national. Ce n'est pas une singularité de l'UOMA. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'UOMA forme on a 550 apprentis inscrits à l'UOMA. En termes de formation par l'apprentissage, aujourd'hui, l'UOMA, c'est le plus gros centre de formation d'apprentis et en apprentissage de la Guadeloupe. Alors, c'est vrai qu'il y a ici et là quelques difficultés, mais l'UOMA, avec les collaborateurs, avec les professeurs, avec le directeur régional de la formation de la Chambre, M. Pierrot, fait un travail, si j'ose dire, formidable pour permettre à nos jeunes de se former, pour permettre à nos artisans d'avoir des jeunes qui sont directement employables. Et donc, oui, les choses ont été difficiles par le passé, les choses se redressent. On a une nouvelle gouvernance à la Chambre de métier, portée par le président Simon Vainqueur, par Franck Lasser, puisque c'est une co-gouvernance, si on peut dire. Donc, il y a une forte volonté de cette nouvelle gouvernance de mettre les moyens pour développer l'UOMA. Et en ce sens, on a aussi la collectivité régionale qui soutient la formation de l'UOMA, notamment à travers un certain nombre de dotations. Voilà. Quels sont les secteurs qui sont les plus sollicités par ces jeunes apprentis? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de secteurs, notamment dans les métiers de la bouche, pâtisserie, boulangerie. On a aussi des métiers, des services. On a des métiers qui sont traditionnellement des métiers sur lesquels portés par l'apprentissage, notamment la coiffure. Donc, on a 2 sites à l'UOMA, un site à Desmarais, à Basse-Terre, et un site au Rézé. Notre site de Desmarais développe plutôt les formations en termes de services, de métiers de la bouche et de commerce. Le site du Rézé, c'est plutôt sur des formations en termes de bâtiments, et donc en termes de carrosserie, en termes de mécanique. Et donc, ce sont plutôt les métiers, on dira, de la bouche et des services qui sont aujourd'hui portés par... Vous avez dit tout à l'heure que la région vous soutient, évidemment. Est-ce que ces secteurs dont vous venez de parler sont en corrélation avec justement le développement économique, puisque la région, c'est le fer de lance du développement économique de la Guadeloupe? Tout à fait. En tout cas, oui. Aujourd'hui, les métiers en alternance et la formation en alternance et la formation en apprentissage répond directement aux besoins des professionnels de la place, puisque notre offre de formation est construite effectivement en cohérence avec ces besoins et aussi avec les acteurs de ces métiers, notamment avec les organisations professionnelles. Et il faut observer aussi que ces formations répondent réellement à un besoin, puisqu'il faut le mesurer avec le taux d'insertion des jeunes qui sont formés. C'est justement à ça que je veux. Tout à fait. Parce qu'en fait, l'avantage de l'apprentissage, c'est une formation en alternance avec un patron, un maître d'apprentissage, ça permet aux jeunes d'acquérir une expertise technique ou théorique avec nos formations en cours, mais aussi une formation pratique avec une connaissance dans l'entreprise. Et aujourd'hui, donc j'ai regardé les taux d'insertion, on est à 80% de taux d'insertion. C'est-à-dire qu'un jeune qui est formé, qui sort avec son diplôme CAP, BPO, soit il trouve un emploi auprès d'un employeur, soit il crée son entreprise. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'artisanat et la formation d'apprentissage, on forme à un métier, à des gestes techniques, et on dit souvent que c'est une triple chance pour le jeune. Le premier, c'est de trouver un travail, d'être employé dans une entreprise. C'est aussi, ensuite, s'il n'a pas cette possibilité-là, pouvoir créer son entreprise, mais aussi puisque les référentiels de l'artisanat maintenant sont des référentiels internationaux,
ça lui permet aussi, s'il ne trouve pas de débouché sur le territoire local, de pouvoir s'exporter, puisque quand on forme un coiffeur aux techniques de coiffure, il sera coupé des cheveux n'importe où dans le monde. Le boulanger sera faire de la pâtisserie ou du pain n'importe où. Et c'est vrai qu'on observe aussi que c'est une opportunité aussi pour les jeunes de s'insérer. Est-ce qu'il y a une liaison entre vous, établie ou à établie entre vous et le lycée du tourisme, c'est ça? Oui, alors c'est vrai qu'il y a un lien peut-être à faire aussi, non? C'est-à-dire que nous sommes en interaction avec les acteurs du monde de la formation. Donc avec les lycées, avec le rectorat, nous développons différentes... Alors ici et là, effectivement, il y a peut-être plus de relations, mais notre volonté, c'est d'opérer, en tout cas, avec l'ensemble des acteurs du monde de la formation en Guadeloupe. Oui, Ludivine. Du coup, en ce sens, j'aimerais bien savoir, dans la mesure où vous proposez des alternances, avez-vous des partenariats avec certaines entreprises pour permettre à ces jeunes de trouver, puisque c'est le souci que rencontrent beaucoup de jeunes, effectivement. Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est la difficulté de trouver un patron. Et c'est vrai que alors, le contexte économique fait que c'est difficile. Il faut savoir quand même que l'État a mis en place un certain nombre d'aides, et notamment une prime, une aide qui va jusqu'à de 8 000 euros, qui a été prolongée depuis la crise Covid, et qui prend en charge la première année d'apprentissage. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est peut-être plus facile pour une entreprise, pour un chef d'entreprise de recruter un apprenti, mais il faut savoir effectivement que lorsqu'on a le rapport est de 1 à 4, lorsqu'on a à peu près 2000 jeunes qui nous sollicitent pour une formation, on a 550 qui rentrent en apprentissage. Et c'est vrai que c'est la grande difficulté pour les jeunes de trouver un patron, mais nous avons un service qui les accompagne, nous identifions les jeunes, et puis nous avons aussi un portefeuille, si j'ose dire, d'artisans qui ont l'habitude de prendre des jeunes en apprentissage. Donc vous nous dites que ça veut dire si la première année est prise en charge, mais les autres années? Alors la première année est prise en charge à 100%. La deuxième année, il y a une aide aussi qui existe, et donc elle n'est pas prise à 100%, mais il y a une aide qui couvre au moins les charges. Qui couvre en partie les charges, tout à fait. Monsieur Ramsam, il y a toujours eu des aides. Oui. Le problème de ces aides, c'est le délai de versement de ces aides. Le temps d'instruction des dossiers, c'est surtout là le problème. Oui, alors c'est vrai que ça s'est amélioré du côté de l'État. Ça s'est amélioré, c'est vrai que ça a été... Les entreprises disent avoir perçu tout à fait 2 ans après. Exactement. C'est vrai que ça a été aussi un frein du développement de l'apprentissage. La prime à l'apprentissage. Bon, alors c'est vrai que on peut considérer que c'est du passé. Il y avait des dossiers, mais qui ont été récemment évacués. Et sur le nouveau mode opératoire, les choses sont beaucoup plus lisses et beaucoup plus réguliers. Donc, et me rapporte la direction de la formation qu'à ce niveau-là, nous n'avons pas de soucis. Et ça explique aussi, si j'ose dire, l'engouement que nous... Alors, le petit engouement que nous rencontrons dans l'apprentissage. De toute façon, nous allons suivre cette question. Tout à fait, exactement. C'est une problématique que Ludivine a soulevée, qui est une problématique majeure. Beaucoup de jeunes disent ne pas trouver de patron et accusent le monde de l'entreprise. Et pourtant, le monde de l'entreprise dit « ouais, mais on veut bien. On est là pour faire la transmission, mais le problème, c'est les conditions. » Et quand on instruit un dossier, moi-même, j'ai fait les frais, j'ai reçu les aides 2 ans après. Alors que le jeune était déjà parti. Tout à fait. Non, mais vous avez des choses à améliorer. Totalement raison. Après, si je peux dire, la Chambre de métier n'intervient pas dans le processus de paiement, puisque vous savez, en tout cas jusqu'à maintenant, puisque le processus était au niveau de la région et de l'ASP, in fine, aujourd'hui les aides, c'est l'État, mais dans le cadre du nouveau dispositif, du nouveau processus et des nouvelles aides, je peux vous assurer que les difficultés que vous relevez là n'existent plus aujourd'hui. Eh bien, on est très content d'entendre ça. Alors, on va aujourd'hui, on va suivre ça parce que moi, ce que je voudrais dire, effectivement, c'est encourager les chefs d'entreprise aujourd'hui à prendre des apprentis. Parce que le frein qui était le financement de la première année, parce que souvent, les chefs d'entreprise nous rétorquaient que l'apprenti en première année
n'est pas productif. Voilà, c'est ça. Et donc, ils passent un temps à les former Voilà. et pour quelque chose qui n'est pas productif. Et je crois que cet argument a été entendu. Enfin. Effectivement, enfin, les chambres de métier, notamment, ont relayé au niveau national cet argument. Il a été entendu puisque, comme je vous dis, il y a une prime qui couvre l'intégralité, notamment pour le jeune de 18 ans, la première année d'apprentissage. Et donc, l'apprentissage aussi, c'est une occasion pour le chef d'entreprise d'avoir une ressource supplémentaire à coût réduit qui lui permet aussi de développer son activité. Et c'est un pari gagnant-gagnant à la fois. Ça n'est pas une volonté pour un chef d'entreprise de ne pas prendre. Exactement, tout à fait. Ils sont en premier lieu dans la question de l'économie de proximité, donc très souvent ils jouent le jeu. On va saluer la présence de monsieur Willy Martin. Bonsoir. Merci de votre présence avec nous. Bonjour. La route, c'était compliqué. Très compliqué. Nous sommes sur un week-end qui est mitigé, effectivement. Donc, vous pouvez rappeler votre fonction, s'il vous plaît? Alors, actuellement, je suis directeur du développement économique par intérim. D'accord. À la Chambre de métier. Ok. Eh bien, on va avec vous et monsieur Ramsamy parler de vos défis et de vos grands projets. Vous avez parlé d'une nouvelle gouvernance. Où veulent-ils aller? Où allons-nous? Qu'est-ce que l'artisan peut attendre comme changement concret dans les prochaines années? Alors, c'est vrai qu'il y a une nouvelle gouvernance à la Chambre de métier. On a eu un renouvellement de nos instances le 16 novembre. Depuis, il y a une gouvernance installée. Comme je vous ai dit, elle est portée par notre président Simon Vainqueur et par Franck Lasserre, puisque aujourd'hui, à la Chambre de métier, c'est une liste d'union qui est arrivée aux affaires aussi, et à la gouvernance. Effectivement, c'est à saluer. Oui, c'est à saluer, puisque oui, il y avait par le passé c'était des opposants, mais qui, dans l'intérêt de l'artisanat, l'intérêt de la Chambre de métier, se sont mis ensemble et ont proposé un projet politique basé sur plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est repenser le modèle économique artisanal, puisque c'est vrai que nous sommes sur... la volonté, c'est un modèle plus endogène, porté sur les ressources locales. Ensuite, l'ambition de la gouvernance, c'est de faire de l'artisanat le secteur majeur de l'économie locale, avec le développement économique, avec la formation, en développant les formations, notamment pour les chefs d'entreprise, mais aussi pour leurs employés, leurs conjoints collaborateurs, et en mettant au centre aussi du projet le numérique, parce que la crise Covid a montré les fragilités des entreprises artisanales, notamment en matière numérique. Donc l'ambition de la mandature aussi, c'est la transformation, la digitalisation des entreprises. Et le deuxième axe aussi, c'est l'action dans les territoires. Parce que souvent, on avait une action uniforme sur l'ensemble des territoires en matière de développement économique. Et les territoires ne sont pas les mêmes en Guadeloupe, notamment le Sud-Basse-Terre, le Nord-Grande-Terre, etc. Et donc, la volonté de cette gouvernance, c'est de mettre en place des actions plus territorialisées qui répondent véritablement aux besoins des entreprises artisanales. C'est complètement concret, puisque notre collaboratrice qui est absente, qui est malade, à qui on fait un salut, justement, c'est l'idée de territorialisation est capitale, puisqu'on prend l'exemple de la zone de Pointe-Noire, toute la zone là, c'est une zone qui a une identité particulière, une relation avec le bois. Donc la problématique de Pointe-Noire n'est pas celle de la Désirade ni celle d'Anse-Bertrand. Tout à fait. Donc de développer avec ces spécificités, vraiment, c'est une approche qui est louable. En plus, dans le périmètre des comités d'agglomération qui, elles aussi, ont le développement économique dans leurs attributions, ça permet de la cohérence. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que sur cette nouvelle gouvernance a créé au sein de la Chambre des commissions territoriales qui épousent le contour des communautés d'agglomération, puisqu'elles ont, en tout cas dans leurs prérogatives, le développement économique. Et donc, il y a une utilité, en tout cas, à travailler avec les communautés d'agglomération dans des projets de territoire. Monsieur Finance, Monsieur Martin, qu'est-ce que vous pouvez dire pour compléter vos grands défis? Alors, pas finance, hein, mais surtout développement économique. C'est vraiment le cœur de nos actions, effectivement, au sein de cette direction. Et pour appuyer ce que dit M. Ramsamy, ce projet, effectivement, d'améliorer la proximité auprès des entreprises de manière territorialisée, c'est déjà engagé. Et c'est vrai qu'on va s'appuyer sur, comme vous l'avez souligné, hein, des communautés d'agglomération qui ont toute légitimité, effectivement, pour agir en la matière.
et donc de nouer avec eux effectivement de nouveaux partenariats, de mettre en place des actions communes, parce qu'en fait, si vous voulez, la plus-value qu'on va pouvoir apporter effectivement aux entreprises, c'est d'être cohérent dans les actions qui sont menées par les différents acteurs. Et ça, si on arrive à le faire, effectivement, on aura tout gagné. Oui. Et effectivement, on parlait tout à l'heure, parce que je vous écoutais sur la route, on parlait tout à l'heure effectivement de taux d'emploi, de taux d'employabilité, etc. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si on arrive à faire en sorte qu'un jeune qui généralement trouve un employeur dans son territoire, même s'il se forme effectivement en centre sur les sites que nous avons pour parler que de la chambre de métier, mais si derrière il est embauché sur son territoire, voilà, oui, il a tout à y gagner, l'entreprise aussi a tout à y gagner, puisqu'en fait la création d'emplois via l'apprentissage, c'est le meilleur investissement pour une entreprise. Alors, on connaît un peu le profil de nos artisans, ce sont en priorité les TPE, donc on connaît aussi la situation financière de TPE. Est-ce que dans les axes que vous avez proposés de développement, vous avez prévu une organisation, un accompagnement à ce niveau-là? Parce que très souvent, ils ne sont pas à jour, ils ne peuvent pas justement demander les aides s'ils ne sont pas à jour. Est-ce que vous avez prévu quelque chose dans ce sens? Alors, pour répondre à cette question, c'est un peu compliqué parfois. Vous, monsieur Lapsami, je peux y répondre, puisque vous savez, la direction du développement économique, c'est principalement deux services. Le service formalité, effectivement, où il s'agit d'accompagner à toutes les phases effectivement administratives de l'entreprise, création, modification, radiation éventuellement et accompagnement vers des procédures collectives, mais on a aussi un service qui est dédié aux entreprises en matière effectivement d'accompagnement. Et là-dessus, je peux dire que c'est un service qui donne du cœur à l'ouvrage, puisqu'il s'agit pour nous justement d'éviter que les entreprises se retrouvent dans cette difficulté de ne pas pouvoir produire les documents, les pièces administratives qui sont, je dirais, demandées à toutes les phases effectivement de montage de projet, de demande effectivement de financement, et même pour prendre un apprenti d'ailleurs. Et par conséquent, l'idée c'est bien évidemment de renforcer ce service pour faire en sorte que justement dès la création, qu'on ne puisse pas laisser le dirigeant dans la nature, c'est-à-dire créer effectivement ce lien, donc je serais tenté de dire cette relation client qui permettent à ce dirigeant effectivement de bénéficier des services qui existent déjà en chambre de métier, mais qui ne sollicitent pas assez, qui ne mobilisent pas assez. C'est justement ça, c'est ce que je vais vous dire. Ils ne sollicitent pas suffisamment ce service. Pourquoi? Alors parfois peut-être par méconnaissance. Oui, par méconnaissance. Voilà. C'est-à-dire que là aussi, on touche du doigt effectivement des axes d'amélioration qui sont ceux de la communication. Donc on a d'ailleurs commencé, et merci de nous avoir invités donc, sur votre plateau, puisqu'il s'agit justement de faire savoir aux entrepreneurs que la chambre de métier, c'est leur maison. La chambre de métier, c'est un acteur qui leur permet effectivement d'appuyer sur un bouton et une espèce de booster voilà, qui leur permettra de mettre à plat un certain nombre de dispositions internes à leur entreprise. Et en cela, nous avons des dispositifs que nous allons renforcer et qui ont déjà fait leur preuve par le passé, notamment un dispositif spécifique pour les jeunes entreprises qu'on appelle le DARGE, dispositif d'accompagnement renforcé des jeunes entreprises, et un autre qui est plus dédié effectivement aux entreprises qui ont déjà pris un peu de bagou et qui veulent effectivement se positionner sur des marchés spécifiques ou qui veulent aller effectivement vers des démarches qualité qu'on appelle le DARED, le dispositif d'accompagnement renforcé des entreprises en développement ou en difficulté, puisque bien évidemment, quand on parle de développement, souvent on passe par la case difficulté. Donc, comme vous le disiez, effectivement, résoudre quelques difficultés avec la gestion des caisses, les taxes, les impôts, effectivement, qui peuvent être un frein, effectivement, à la montée, en tout cas, l'action de levier auprès de financement spécifiques. Tout à fait. Et dans cet accompagnement, c'est à tous les niveaux? Est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique au niveau de la gestion? Parce que c'est là, très souvent, le bas blesse. Alors, c'est vrai qu'on ne cesse d'encourager depuis la phase pré-création. Vous savez, en chambre de métier, il a existé par le passé, en tout cas jusqu'en 2019,
une obligation de formation pour les créateurs qui était obligatoire, hein, donc avec le SPI, le stage de préparation et installation, qui a été remplacé au sein du réseau des chambres de métiers par un dispositif qu'on appelle le parcours créateur. Et ce parcours créateur, c'est une formation qui justement a pour but de poser des bases de bonne gestion pour les entrepreneurs, de sorte que voilà, il existe des règles. Le chef d'entreprise est là pour les respecter, et donc c'est de lui donner effectivement toutes les alors je ne sais pas les astuces, mais en tout cas toutes les clés, merci, pour lui permettre effectivement de réussir cette création, et surtout de bien piloter son entreprise, parce que quand on parle de gestion, il faut parler bien évidemment de pilotage, et le pilotage, mais que ça commence par la stratégie, et ça passe aussi par la maîtrise effectivement des outils qui lui permettent de bien... Alors, Monsieur Martin, à un certain moment dans le développement de la Chambre des métiers, vous aviez mis l'accent à un certain moment sur la décentralisation des services, aller au plus proche des artisans, et vous aviez aussi mis l'accent sur la question de créer des organisations professionnelles, de manière à ce que les artisans, justement, rompent avec cette espèce de solitude de l'entrepreneur et puissent être plus forts. Les organisations, c'est comme des petits syndicats pour rentrer dans des problématiques, aborder des questions de formation, aborder des questions de développement aussi. Où en est-il de ces deux éléments? Alors, clairement, en fait, vous mettez là l'accent sur les deux priorités de la mandature que je vous ai énumérées tout à l'heure. Effectivement, la territorialisation, c'est la proximité. Effectivement, parce que c'est vrai que nous sommes souvent et Madame le disait, les artisans ne mobilisent pas les dispositifs, ne viennent pas forcément à la Chambre, donc il nous appartient d'aller vers eux en étant plus proche d'eux dans les territoires, en mettant en place un certain nombre de permanences décentralisées, telles que nous le faisons par exemple en collaboration avec la ville de Vieux Habitants ou la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. Donc clairement, ça passe aussi, faire connaître nos services auprès des artisans passe par ce biais-là. Et le deuxième biais, et ça aussi c'est une priorité de la mandature portée par le président vainqueur, c'est le développement des organisations professionnelles. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que l'artisanat marche sur deux pieds normalement. Un pied qui est la chambre consulaire, nous sommes un établissement public administratif d'État, et un autre pied qui est la représentation catégorielle et sectorielle de l'artisanat, que sont les organisations professionnelles de l'artisanat. Et le développement économique, les formations sont souvent initiées à l'échelle du réseau, notamment par ces organisations. Et donc nous portons cette volonté de développer les organisations professionnelles en Guadeloupe. Ce sera fait notamment par le soutien de leur action, par l'intégration de ces organisations dans la définition des projets et notamment des actions de formation de la Chambre, puisque c'est aussi leur rôle, et aussi par différentes mesures de soutien, notamment financier. Très bien. Vous voulez compléter? Non, je crois qu'il a tout dit, c'est-à-dire que les organisations professionnelles ne doivent pas rester en marge du développement économique et doivent prendre toute leur place effectivement au sein, en tant qu'acteurs majeurs effectivement, notamment de la formation, mais aussi du développement, de l'accompagnement de leurs mandants et donc du secteur d'activité. On a pu le voir précédemment avec des organisations professionnelles qui étaient très bien structurées en Guadeloupe et au sein de l'artisanat, notamment la coiffure. On a eu récemment, et d'ailleurs j'ai été contacté très récemment justement par le syndicat des frigoristes, le CIGIF, qui justement, comme vous le disiez, souhaite mettre le pied à l'étrier pour poursuivre son accompagnement auprès de son secteur d'activité et faire en sorte que ces entreprises ne restent pas en marge du développement économique. Très bien. Alors, maintenant on va parler des artisans eux-mêmes, on va revenir sur eux, les difficultés qu'ils ressentent. Alors, est-ce que la question que je voulais vous demander, c'est-à-dire par rapport à la crise, là, on vient de passer, enfin je parle déjà au passé, d'accord? Je suis dans la projection, je ne veux pas vivre dans le Covid. Donc, est-ce qu'il y a des perspectives? Quel est l'état du marché dans les différents secteurs? Et est-ce qu'il y a des perspectives d'exporter notre savoir-faire, ne serait-ce que dans la Caraïbe, puisqu'on parle d'identité guadeloupéenne, on parle de particularisme, de singularité. Est-ce qu'il y a des perspectives qui sont ouvertes sur cette question-là, ou au moins des réflexions? Oui, alors c'est vrai qu'il y a deux questions. La première, c'est vrai que la crise que nous venons de vivre, ou que nous vivons depuis 2020,
à fragiliser les entreprises artisanales. Je pose deux questions, le temps file vite. Tout à fait, exactement. Et clairement, pour certaines, nous avons des entreprises qui sont aujourd'hui exsangues, qui financièrement ont été mises à mal, parce que c'est vrai que lorsque l'activité est arrêtée de manière administrative, effectivement, les entreprises n'ont plus de trésorerie, n'ont plus de ressources, vous avez un certain nombre de charges qui courent, et donc c'est vrai que les entreprises ont été fragilisées. Et pour vous dire aussi que la Chambre de métier a porté un projet de plan de relance auprès de l'État et de la région pour accompagner les entreprises artisanales. Ce plan de relance, et on parlait tout à l'heure des organisations professionnelles, a été signé par l'ensemble des organisations professionnelles de la Guadeloupe. Ça veut dire qu'il y a un consensus sur le constat et il y a surtout aussi un consensus sur les actions à mettre en œuvre, et notamment en termes, on parlait tout à l'heure de charges sociales, de charges fiscales, de trésorerie. Et donc, nous travaillons à mettre en œuvre ce plan de relance parce que c'est la condition sine qua non pour que l'économie artisanale et les entreprises artisanales repartent. Et ensuite, l'artisanat, c'est un secteur aussi d'excellence avec de vrais pôles d'excellence, de vrais métiers d'excellence. Ça, on ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez. Qui est amené à s'exporter. Nous avons effectivement plusieurs marchés. Nous avons premièrement le marché caraïbien, mais nous avons aussi le marché hexagonal où nous avons près de 800 000 Domiens qui vivent et qui sont, j'allais dire, un marché naturel pour nos entreprises artisanales. Et nous faisons un effort réel de positionnement des entreprises artisanales sur ce marché. Et pour preuve, pas plus tard qu'il y a une semaine, nous avons accompagné un certain nombre d'artisans, notamment des métiers de la bouche, au Salon de la gastronomie des Outre-mer. Et de constat unanime, les artisans ont vu l'utilité et l'opportunité de se positionner, le potentiel. Et donc, de nombreux, et j'en parle sous le couvert de M. Martin, puisque c'est lui qui pilotait cette opération, en tout cas son service, il y a de réelles retombées pour les entreprises. Et nous faisons un effort de positionnement de ces entreprises, notamment avec ce salon, avec la Foire de Paris, avec le Salon de l'agriculture, puisque ce sont autant de vitrines pour nos entreprises. Et les constats, les enquêtes d'évaluation montrent que, effectivement, lorsque les entreprises sont accompagnées sur ces salons, il y a des ventes directes, mais il y a des carnets de commandes remplis après sur l'année. Tout à fait. Et ensuite, sur des métiers d'excellence, on pense à la fibre optique, on pense à la boulangerie, on pense à l'agro-transformation aussi. La Caraïbe est un marché naturel pour permettre à nos entreprises de se développer. Mais ce que je voudrais dire, c'est que sur ce marché, puisqu'il y a un certain nombre de contraintes, il ne s'agit pas pour nous d'aller seuls, mais de manière groupée avec les autres chambres consulaires, avec la collectivité régionale qui pilote aussi l'action à l'international des entreprises au niveau régional. On va parler de choses qui fâchent, on va parler de l'image des artisans. En préparant l'émission, nous avons eu pas mal de retours sur la question du sérieux, la question des possibilités, des accompagnements, par exemple pour une prestation donnée, de pouvoir, ne serait-ce que payer en plusieurs fois, d'avoir des logiques au niveau de la banque. Et surtout, c'est des questions de sérieux. Est-ce que parce que ça fait longtemps qu'on parle de ça, est-ce que justement la Chambre prend cette problématique-là en main, puisque beaucoup qui sont les clients de ces artisans vont voir d'autres structures parce que faute justement, donc il y a un manque à gagner réel sur des questions qui peuvent se régler. Parce qu'on parle de l'humain, donc est-ce qu'il y a des formations mises en place? Est-ce que vous avez des séminaires sur ces questions? Est-ce que vous travaillez sur ces questions? Puisque c'est une problématique qui revient très très régulièrement sur tous nos artisans de plombiers, les mécaniciens, les électriciens. Voilà. Est-ce que cette question-là, oui, vous l'abordez tout à fait. Oui, sans les fâcher? Sans les fâcher. En tout cas, je laisserai M. Martin compléter, mais en tout cas, la question que vous portez là, que vous posez, c'est une question qui touche à la qualité du savoir-faire artisanal. C'est-à-dire que ne pas être sérieux, peut-être ne pas avoir une possibilité de paiement numérique. Et nous considérons que pour faire progresser l'artisanat, il faut agir sur la qualité. Parce qu'effectivement, l'artisan a deux concurrents. Le premier, ce sont les autres entreprises qui ne sont pas forcément des entreprises artisanales, les produits importés notamment, ou les opérateurs informels. Et que face à ces concurrents naturels, ils ne sont pas compétitifs forcément. Et que pour être compétitifs, il faut qu'ils mettent l'accent sur la qualité.
La qualité prend au sein de la Chambre de métier 2 aspects. Le premier, c'est l'aspect du développement économique, de l'accompagnement des artisans. Et là, c'est le domaine de M. Martine. Et ensuite, la qualité aussi passe par la formation. Parce que servir son client correctement, être sérieux, c'est l'amélioration de l'acte de l'artisan. Et donc, nous le mettons en place par la formation, par des formations dans le domaine parce qu'améliorer le savoir-faire des chefs d'entreprise, améliorer leur capacité à bien faire, c'est leur permettre de gagner en qualité. Et donc, oui, ces problématiques que vous mentionnez sont prises en compte par la Chambre de métier avec ces 2 aspects, formation et accompagnement. Et gagner de nouveaux marchés aussi, parce que là, il y a cette problématique d'image, il faut absolument qu'on arrive à régler ça. Alors, on va faire une petite pause avec vous, on reviendra, c'est le moment des rubriques. Est-ce que tu peux nous mettre une petite virgule pour planter le décor, ou je dois faire une danse ou quelque chose? Non. Voilà, c'est le moment des rubriques. Voilà, donc je me retourne tout de suite vers France Aimée pour la minute le clin d'œil de l'expert. Oui, tout à fait. On a parlé d'artisanat depuis ce matin. Et moi je vais recevoir M. Laurent. Enchanté. Et il va nous parler de la protection de l'artisan, justement, qui est très importante. Alors, à quel moment on parle de protection de l'artisan, M. Laurent? Je dirais l'artisan... Déjà, présentez-vous, je ne vous ai pas présenté. Alors, M. Laurent, je représente le cabinet Consultis. On est un cabinet de courtage en assurance. On est situé à Jarry, et essentiellement au centre commercial Le Pavillon. Donc, l'artisan, bien souvent, l'artisan, c'est une toute petite entreprise, et voire une entreprise individuelle. Et c'est lui qui est sa force de travail, et c'est lui qui génère son activité. Donc, la première personne à protéger, c'est l'artisan. Et les assureurs ont mis en place un certain nombre de contrats qui permettent à l'artisan de se protéger personnellement. Le premier contrat qui vient comme ça, c'est celui de la santé. C'est-à-dire un artisan qui tombe malade, il faut prendre en charge les dépenses de santé. Même si sa caisse d'affiliation rembourse une partie, mais elle ne rembourse pas l'intégralité. Donc il est nécessaire pour lui de prendre une complémentaire santé. Donc c'est la première chose que peut proposer l'assureur. L'autre chose qui est importante, et par expérience on constate que les artisans n'y pensent pas souvent, c'est que dans le cadre de leur activité, il peut avoir un aléa de la vie qui fait qu'ils sont dans l'incapacité de travailler. Une incapacité temporaire, voire définitive, ou une dépendance qui fait qu'ils ne peuvent plus travailler. Et il y a des contrats d'assurance qu'on appelle les contrats de prévoyance qui sont là pour ça, qui sont là pour pouvoir pallier la perte de revenus que pourrait subir l'artisan suite à cet aléa, qui peut être un accident ou la maladie. Donc les différentes compagnies d'assurance proposent un panel très large de contrats de prévoyance. Le but du contrat de prévoyance, c'est de garantir à l'artisan un niveau de revenu. Même en cas d'incapacité. Donc ça peut être versé sous forme d'indemnité, c'est-à-dire qu'on va calculer une indemnité qui va compenser la perte financière qu'il aura subie, ou sous une forme de rente s'il devient invalide, une rente pour lui, pour ses ayants droit, c'est-à-dire conjoint collaborateur, ou enfant, et l'ultime, c'est-à-dire un capital décès, pour pouvoir permettre à sa famille, même s'il n'est plus là, d'avoir un certain niveau de revenu. Là, vous nous avez parlé de l'artisan. Et l'activité. Donc pour l'entreprise, l'entreprise en tant que telle, il y a d'abord, il faut assurer sa responsabilité civile. Donc ça, c'est la première chose, c'est même obligatoire, je dirais. C'est obligatoire, mais pas souvent connu. Pas souvent connu, et c'est important, parce qu'il ne faut jamais oublier que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'artisan, c'est une relation avec des clients, donc c'est une relation contractuelle. Donc qui dit une relation contractuelle, qui peut avoir à un moment donné des litiges. Il peut rencontrer des désaccords où sa responsabilité peut être engagée. Donc, pour l'artisan, se couvrir en responsabilité civile, c'est aussi se couvrir financièrement. Il y a ensuite la protection juridique qui va avec. Il faut assurer son matériel, il faut assurer son local, sa voiture. Donc, généralement, la plupart des assureurs proposent, je dirais, un pack qu'on appelle l'assurance multipro. Et dans le bâtiment, pour la responsabilité civile, il y a ce qu'on appelle la garantie décennale. Donc, c'est-à-dire que le législateur toujours dans ce souci de qualité de l'intervention de l'artisan dans le bâtiment, il a une garantie de 10 ans.
C'est-à-dire que quand il intervient sur un chantier, pendant 10 ans, s'il y a un souci du fait du travail accompli, il y a un assureur qui va intervenir. C'est ce qu'on appelle la garantie décennale. Ensuite, l'entreprise, il y a un autre point qu'on va peut-être évoquer tout à l'heure, c'est que dans l'entreprise, il y a des personnes, ce qu'on appelle des hommes clés. Tout à fait. Très souvent, dans des TPE, c'est l'artisan. C'est l'artisan. Voilà. L'artisan ou quelqu'un qui a une expertise, un savoir-faire qui fait que c'est ce qui fait la force de l'entreprise et qui contribue fortement au chiffre d'affaires de l'entreprise. Et il existe un contrat d'assurance qu'on appelle la garantie de l'homme clé qui permet de prendre en charge la perte de revenus provoquée par toujours le cas où la personne se retrouve dans l'impossibilité de travailler. Ou de prévoir son remplacement s'il est invalide ou s'il est décédé. Parce que c'est des coûts qui vont fortement affecter la vie la pérennité de l'entreprise. Tout à fait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre expertise. C'était intéressant, vous voyez. Voilà. La protection de l'artisan, c'est un domaine important pour la pérennité de l'entreprise. Et je dirais que ça fait partie du pilotage de l'activité de l'entreprise. Tout à fait. Il faut toujours prévoir et anticiper. Je rappelle, pour les artisans, c'est très important d'être protégés à tout moment dans l'entreprise. On peut rappeler les coordonnées du monsieur? Alors, c'est le cabinet Consultis. On est situé au Pavillon, le centre commercial Le Pavillon. Un numéro de téléphone, peut-être? Oui, je vais Moi, je l'ai. Voilà, balise. Donc, je vais vous laisser mon numéro, ce sera plus simple. Comme ça, comme ils me connaissent, déjà le visu. Alors, c'est le 0690 72 75 45. Mais à l'ère du numérique, l'adresse mail, c'est le cabinetconsultis.com. Voilà. Cabinetconsultisassurance.com. Merci. Voilà. Je rappelle à nos artisans, nos téléspectateurs qu'on a l'adresse mail. Tu peux rappeler, s'il te plaît? Oui, alors c'est culturebusiness, canal10@gmail.com. Et bien sûr, nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Donc, s'ils ont d'autres questions concernant cette thématique, posez vos questions. Tout à fait. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Merci. Voilà. Donc, je rappelle que nous sommes avec Monsieur Willy Ramsamy, qui est secrétaire général par intérim de la Chambre des métiers, et Monsieur Willy Martin, qui est directeur du développement économique. C'est bon? Yes. Alors, messieurs, merci d'être là, puisque cette question, on avait besoin justement de faire le point sur, justement par rapport à la nouvelle gouvernance aussi, mais pouvoir inscrire ce monde de l'artisanat dans une suite qui serait plus après le Covid, après ces... S'il vous plaît. Après le Covid, je disais donc, pouvoir concevoir une orientation, mais avec une projection et qui soit ambitieuse. Parce qu'on a toujours tendance à dire petit artisanat. Il faut qu'on arrête avec ça. Voilà. Tout à fait. Alors, Ludivine. Je suis ravie de vous retrouver du coup pour ce nouveau numéro d'Un jeune parcours. Nous avons parlé artisanat pendant toute l'émission, donc j'ai eu le plaisir d'inviter aujourd'hui Marco Besné, qui est un artisan ayant créé sa propre marque d'huile 100% naturelle, d'huile végétale. Je te laisse te présenter, Marco. Bonjour, merci de m'avoir accueilli. Donc effectivement, j'ai créé la marque de produits Natureor qui est une marque de produits 100% naturels. Donc il faut savoir que dans tous nos produits, on est vraiment naturel. Et là, je vais vous raconter un peu le parcours parce que avant d'arriver à cette étape-là, il s'est passé beaucoup d'étapes. Tout à fait. C'est ce que j'allais te demander. Effectivement, comment en es-tu arrivé à l'artisanat? Est-ce que ton parcours te laissait penser que tu aurais pris cette voie ou pas du tout? Pas forcément. C'est vrai que je suis un jeune entrepreneur. J'ai déjà créé 2 entreprises, d'accord? Et donc là, c'était ma 3e, donc la bonne pour le coup. Et j'ai pas forcément eu cette direction, mais ma mère m'a inculqué depuis que je suis jeune, en fait, l'amour des plantes, en fait. Donc, je voulais monter mon projet sur le tourisme, et tu as vu qu'en ce moment, c'est pas forcément vraiment le domaine qui est le mieux. Et en fait, j'ai bien fait parce que 6 mois après, le Covid est arrivé, et là, je me suis retrouvé avec des produits naturels qui, justement, va un peu dans cette thématique, c'est-à-dire que les gens commencent à prendre conscience que le naturel est efficace.
Tout à fait, les gens sont soucieux. Des fois que les produits... Soucieux de leur consommation, tout à fait. D'une manière un peu technique, j'aimerais savoir, as-tu rencontré des difficultés pour monter ton entreprise? As-tu été un peu accompagné? Alors oui, j'ai rencontré quelques petites difficultés. Il faut savoir que la CCI, ils ont des journées aussi pour t'aider, justement, t'accompagner. J'encourage vraiment les jeunes à se déplacer, parce qu'au téléphone, vraiment, c'est pas forcément facile à se déplacer. Il y a des fois des fausses informations qui circulent, des trucs contradictoires. Il faut toujours repasser, voir les gens. Et franchement, c'est possible. La preuve en est. Très bien. Alors, comme tu le disais, c'est à point nommé du coup que tu proposes ta marque naturelle, puisque les gens, la population est de plus en plus, soucieuse de sa consommation. Les gens veulent savoir ce qu'il y a dans les produits qu'ils utilisent. Comment, en termes de production, comment sont fabriquées tes huiles? Alors, mes huiles, elles sont fabriquées, ça dépend de quelle huile on parle. On a des huiles végétales, première pression à froid. Donc là, comme son nom l'indique, première pression à froid, on prend le fruit, la graine, on la presse pour obtenir l'huile. Tu as des huiles composées d'huiles essentielles comme l'huile de nard, donc on choisit une huile végétale et on la mélange avec l'huile essentielle pour en faire un produit directement applicable, parce qu'il faut savoir que l'huile essentielle pure, on ne pourra ni l'appliquer sur les cheveux ni sur la peau. Et tu as aussi les macérats huileux, alors je pense forcément au roucou qui est local, que tout le monde peut faire chez soi en fait. On a les graines de roucou qu'on met directement dans l'huile. Et on a aussi le macérat huileux à chaud. Donc là, on va parler de l'huile de carapate, l'huile d'aloe vera. D'accord. Est-ce que ta production, du coup, est délocalisée ou toutes les plantes viennent de chez toi, du jardin? Alors ça, c'est une très bonne question parce que... On a embauché pour ça. On a de tout. Alors, forcément, le coco, c'est local, carapate, tout ça. Mais on a des produits qu'on ne retrouve pas en Guadeloupe. Je pense forcément l'huile de chanvre, c'est un produit français qui vient de France, qui est bio. L'eucalyptus citronné, c'est pas quelque chose qu'on peut retrouver forcément en Guadeloupe. Donc, ça, pour le coup, ils sont rapportés, mais ils sont quand même fabriqués sur le moule dans notre atelier, puisque comme je t'ai dit, c'est un mélange d'huile essentielle et d'huile végétale. Donc c'est une production qui est locale. Je vois que tu nous as apporté directement quelques petites huiles. Est-ce que tu pourrais nous présenter quelques-unes d'entre elles et pour quelles problématiques pourrions-nous les utiliser? D'accord. Alors, je vais vous présenter l'huile de nard. Alors, pour le coup, c'est pas un produit local, mais c'est celui qu'on vend le plus, d'accord? Le nard, c'est une petite plante qui pousse en haut des montagnes de l'Himalaya et elle est très connue dans le monde pour deux raisons. Donc, il faut savoir que quand même, elle est citée dans la Bible, donc ça lui a donné une notoriété dans le monde assez impressionnante. Elle est utilisée également dans la médecine ayurvédique traditionnelle indienne. Comme ici en Guadeloupe aussi, on a une grosse communauté indienne. Donc, c'est un produit qui vaut le détour parce qu'au niveau des vertus, pour faire rapide, elle est antibactérienne, anti-inflammatoire, calmante respiratoire et cardiaque. Quand on l'applique ici sur le plexus solaire, elle va réguler le rythme cardiaque et respiratoire. Phlébotonique, toutes les personnes qui souffrent de problèmes circulatoires, jambes lourdes, varices, on l'appliquera du bas vers le haut. Et elle a des vertus assez exceptionnelles, comme pour les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, les stimulantes ovariennes. Alors on me demande souvent est-ce que ça se boit? Non, c'est à usage externe. Et pour les personnes souffrant d'anémie, de stress, tachycardie, elle va éloigner le stress, les tensions nerveuses et calmer les peurs. Très bien. Pour une dernière question, j'aimerais savoir où pouvons-nous du coup te retrouver? Alors là, aujourd'hui et jusqu'au 14, nous sommes aux Abîmes à Dotémar. Donc c'est de 9h à 18h, donc tous les jours, sans interruption, sauf le dimanche. Un petit jour de pause. Et puis vous pourrez nous retrouver, pour l'instant on est dans 6 pharmacies pour le moment. C'est déjà très très bien. Voilà, on est content que les pharmaciens nous ont ouvert leurs portes. Donc on est malheureusement sectorisé sur Moule, Saint-François, Sainte-Anne, Morne-à-l'Eau. Mais aussi, sachez, pour nos amis de Basse-Terre, nous livrons à domicile pour 5 € et offert à partir de 40 € d'achat. Très bien. Merci, je suis ravie de t'avoir accueilli. J'ai vu que tu m'as laissé un petit cadeau que j'ai hâte de découvrir. Et un dernier mot peut-être...
Je suis très contente. Je suis très, très produit naturel, donc je suis très, très contente, franchement. Et là, c'est pour tes cheveux, comme je vois que tu as de beaux cheveux naturels. C'est gentil. Là, je pense très que gentil. tu pourras prendre soin de tes cheveux. C'est très, très gentil. C'est un beau parcours que tu as là, effectivement. On va conclure parce que le temps file. Merci de nous avoir accordé de ton temps, Marco. Et je laisse la parole à Patrice. Ce qui est bien, c'est qu'il a mis son numéro de téléphone sur lui. Tout à fait. Comme l'invité tout à l'heure. Merci à Marco et longue vie à Nature et or. Très bien. Alors messieurs, le temps file très très vite, on va conclure. Je voudrais vous donner la parole pour justement donner un rendez-vous à ces artisans, donner une phrase de conclusion aussi pour inscrire votre démarche, puisque vous avez dit que vous êtes en phase de communication et que nous, à Culture Business, la porte est désormais ouverte pour vous, pour solliciter les artisans, pour parler des problématiques qui les concernent. Donc, prenez acte que cette fenêtre le samedi est ouverte aussi pour vous. D'accord ? Je vous laisse la parole. Merci de cette opportunité que vous nous donnez pour nous adresser aux artisans. Moi, ce que je voudrais qu'ils retiennent, en tout cas, c'est que la Chambre de métier de l'artisanat, c'est leur maison, qu'ils peuvent trouver chez nous aide et assistance sur toutes les problématiques qu'ils rencontrent au moment de l'immatriculation, mais jusqu'à la cessation, même aux difficultés. Nous avons des formations pour leur permettre de monter en compétences, de gagner en compétences, de gagner de nouvelles parts de marché. Et effectivement, je vois avec plaisir une entreprise artisanale qui est une ressource d'excellence en Guadeloupe et que même pour ces entreprises-là, nous avons des dispositifs d'accompagnement et je pense notamment au dispositif KPA, le cycle d'amélioration de la performance des entreprises artisanales, qui est un dispositif spécifiquement dédié à ce type d'entreprise. Et donc moi, ce que je voulais vous dire aux artisans, dire à la population guadeloupéenne, que la Chambre de métier est un acteur du développement économique des entreprises artisanales et que nous les invitons à se rapprocher de nous en cas de besoin. Très bien. Monsieur Martin. Pour compléter les propos de mon directeur des services, pour nous contacter à l'ère du numérique, c'est vrai que monsieur Naturéor disait tout à l'heure, il faut appeler, il faut venir, etc. Alors, c'est vrai que nous, on s'est adapté. La Chambre de métier, maintenant, nous pouvons faire des entretiens en visio. Il n'y a pas de souci. Et donc, faites un numéro, le 05 90 80 23 33, et une adresse mail, entreprise avec s, @cmguadeloupe.org. Voilà. Donc les entreprises qui veulent nous contacter, qui veulent justement être accompagnées, d'ailleurs j'invite Naturéor à se rapprocher de nous, puisque j'ai cru comprendre qu'il était inscrit à la CCI. Vous êtes une entreprise artisanale, il faut venir nous rejoindre. On a des choses à vous montrer et à faire avec vous. Donc voilà, c'est le message que j'ai envie de faire passer à nos artisans, à nos futurs créateurs. Contactez votre chambre de métier, elle est là pour vous et elle saura effectivement vous aiguiller. Si on n'a pas la réponse en chambre de métier, on saura vous aiguiller et vous emmener vers la bonne direction. Très bien. Ben moi je vous félicite aussi, mais parce qu'on sent une belle dynamique. De jeunes personnes aussi, il faut qu'on dise les choses aussi. Nous, on ne fait pas de langue de bois. C'est bien aussi dans notre pays qu'on retrouve à des postes clés des jeunes qui peuvent emmener du dynamisme, qui peuvent ouvrir les horizons aussi, parce que faut qu'on bouge, on ne va pas rester dans ce pays-là à se plaindre tout le temps et à attendre que ça vienne du ciel. D'accord ? Donc il faut qu'on se batte, des jeunes formés, compétents, qui prennent les rênes et qui justement mènent cette dynamique vers l'excellence. Voilà tout ce qu'on peut vous souhaiter. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine de nombreux sujets. Je vous rappelle qu'on a un sujet qui sera, avec des économistes, on va parler des élections présidentielles. Et nous allons analyser tous les programmes pour l'outre-mer, pour la Guadeloupe, de chaque candidat. Donc très bientôt, à la fin du mois, on est en train de caler tout ça. Ça, c'est un grand rendez-vous et qu'il va falloir justement étudier tout ça avant d'aller voter. Alors merci d'avoir participé, merci à mes chroniqueuses, formidables comme toujours. Merci à toi. Un grand salut, une grande force à Brigitte qui n'est pas avec nous, qui est malade. C'est beaucoup de courage. Voilà, bon courage à elle et qu'on la retrouve très très vite. Merci messieurs. Merci monsieur. Et je salue vos deux présidents,
C'est ça, vous dites 2 présidents ou c'est co-gestion, un président? On a un président et un trésorier. Eh bien, voilà. Eh bien, nous saluons M. Vainqueur et M. Lasserre ainsi que toute l'équipe et tous vos employés. Bonne continuation, on a besoin de l'artisanat puisqu'on a parlé de 18 000 entreprises. C'est au niveau de la perspective, si on devait parler emploi, justement, aujourd'hui où on parle de différents dispositifs, il faudrait peut-être accompagner ceux-là parce qu'eux sont en capacité. S'ils prennent une personne, regardez ce que ça peut donner. Voilà, merci beaucoup, merci à la technique et à samedi prochain.